Il existe un moment où tu vois quelque chose qui ne devrait pas être là selon la science matérialiste, une présence que personne d'autre ne perçoit dans la pièce. Et dans cet instant, tu le sais avec une certitude absolue, c'est réel. Tu le sais avec une certitude plus profonde que n'importe quelle explication rationnelle. Mais quand tu en parles aux autres, leur regard change instantanément. Ils te regardent comme si tu t'étais perdu toi-même, comme si tu te tenais au bord de quelque chose qu'ils appellent démence. Que se passe-t-il quand ta perception la plus claire est déclarée symptôme psychiatrique ? Quand ce que tu as vu se retrouve dans un dossier médical marqué « confus, désorienté, nécessite traitement ». Elisabeth Kubler-Ross se tenait exactement là. Elle voyait ce qu'elle n'aurait pas dû voir selon les autorités médicales. Elle documentait ce qui ne devait pas être documenté dans les revues scientifiques. Et quand elle refusa de se taire, une machinerie se mit en marche. Une machinerie qui fonctionne encore aujourd'hui parfaitement. Une machinerie qui transforme la clarté spirituelle en confusion clinique. Qui fait des voyantes des patientes psychiatriques. Qui construit un diagnostic de folie à partir de certitudes intérieures. Ce texte ne parle pas de démence réelle. Il parle de la question fondamentale. Qui décide ce qu'est la réalité ? Et que perds-tu quand tu les crois qu'ils te disent que tu es fou ? L'accusation silencieuse ne commença pas par un jugement formel. Elle commença par un regard. Kubler-Ross le décrivit plus tard comme le sentiment de devenir soudainement invisible, bien qu'on se tienne debout dans la pièce. Quand elle parlait de ses recherches sur les mourants qui voyaient des défunts, sur les enfants qui se souvenaient de vies antérieures, on l'écoutait poliment, on hochait la tête. Mais dans les yeux de ses collègues résidait déjà le diagnostic non prononcé. Elle avait franchi la ligne invisible, la ligne entre ce qui est considéré comme scientifique et ce qui est rejeté comme naïveté dangereuse. Pourtant, elle n'avait rien inventé, elle avait seulement écouté les mourants, les enfants, ceux qui revenaient d'états où le cerveau aurait dû être silencieux depuis longtemps. Son travail montrait quelque chose qui n'aurait pas dû exister selon le paradigme matérialiste. Conscience sans cerveau fonctionnel. Souvenir sans explication neurologique. Perception de lieu où le corps n'a jamais été. Ce n'était pas seulement inconfortable, c'était structurellement menaçant pour le système. As-tu déjà ressenti ce regard qui te pathologise instantanément ? Car si la conscience existe indépendamment du corps physique, tout un système de croyances s'effondre, et avec lui, l'autorité de tous ceux qui administrent ce système matérialiste. Alors, une stratégie fut appliquée, aussi vieille que le pouvoir lui-même. On ne conteste pas les faits observés, on conteste la personne qui les observe. On ne demande pas si ce qui a été vu est vrai. On demande si celle qui voit est encore saine d'esprit. Kubler-Ross a vécu comment la curiosité scientifique devenait inquiétude clinique, comment l'intérêt devenait distance professionnelle, comment la discussion devenait silence institutionnel. Et ce silence portait un message clair. Si tu continues à parler, tu seras seul. Si tu continues à chercher, tu seras isolé. Si tu ne cesses pas de voir ce que nous ne voulons pas voir, alors tu deviendras toi-même un cas psychiatrique. Le pattern était évident. Ce n'était pas une conspiration organisée. C'était quelque chose de plus subtil, un malaise collectif qui s'exprimait sous forme institutionnelle. Un accord tacite
que certaines vérités sont dangereuses, pas pour les gens qui les entendent, mais pour les systèmes construits sur leur déni. Kübler-Ross reconnut quelque chose qui fonctionne aujourd'hui encore plus précisément. La forme la plus efficace de contrôle n'est pas la censure directe, c'est la pathologisation de la perception différente. Tu n'as pas besoin de réduire quelqu'un au silence par la force, tu dois seulement le faire douter de lui-même. Tu n'as pas besoin de réfuter sa perception, tu dois seulement la réinterpréter comme symptôme. Quand une vieille femme dit qu'elle a vu son mari décédé au pied du lit, on ne demande pas « Qu'as-tu vu exactement ?» On demande « As-tu pris tes médicaments ?» Quand un enfant se souvient de choses qu'il ne peut pas savoir, on n'investigue pas d'où vient cette connaissance. On diagnostique confusion précoce, fantaisie, projection. Le système a appris qu'il n'a plus besoin de bûcher pour brûler les hérétiques. Il a juste besoin de diagnostic psychiatrique. Pas de torture physique, juste de la médication forcée. Pas d'ostracisme public, juste des internements silencieux. Et surtout, il a besoin de ta coopération, ta volonté d'accepter les doutes qu'on te suggère, ta peur d'être considéré comme fou par la société. Car c'est le génie de cette méthode moderne de contrôle. Elle ne fonctionne que si tu participes, si tu acceptes que les autres pourraient avoir raison contre ton expérience vécue. Reconnais-tu ce mécanisme dans ta propre vie? Ce que Kübler-Ross documentait dans ses recherches était si précis qu'il ne pouvait être ignoré. Alors, il devait être réinterprété pour préserver le paradigme. Elle travaillait avec des centaines de mourants qui montraient une clarté étonnante dans leurs dernières heures et jours. Des personnes considérées comme démentes pendant des mois ou années se réveillaient soudainement. Elles reconnaissaient leurs enfants, parlaient en phrases complètes, se souvenaient de détails de leur jeunesse qui semblaient perdus depuis longtemps. La médecine appelle cela lucidité terminale, un phénomène observé mais jamais expliqué par la neurologie. Kübler-Ross allait plus loin. Elle posait la question interdite. Et si ces moments n'étaient pas l'exception, mais la vérité? Et si ce que nous appelons démence était, dans certains cas, quelque chose de complètement différent? Un retrait de la conscience du plan physique, un détachement graduel de l'âme du corps. Un processus qui ressemble à un déclin vu de l'extérieur, mais qui est en réalité une préparation au départ. Cette perspective était insupportable pour le système médical, car elle impliquait que beaucoup de personnes âgées, qui sont sédatées médicalement, ne sont pas confuses. Elles voient simplement quelque chose que nous ne voyons pas. Que leurs soi-disant hallucinations sont peut-être des perceptions réelles. Que leurs conversations avec des présences invisibles sont peut-être de vraies rencontres avec les morts. Kübler-Ross collectait des témoignages de patients qui voyaient des défunts des semaines avant leur propre mort. Pas dans le délire, pas sous analgésiques puissants, mais clairement, calmement, avec une précision qui excluait toute personne qui n'était pas réellement présente. Il décrivait des détails vérifiables, vêtements, gestes, paroles, des choses qu'aucune hallucination ne pourrait expliquer de manière cohérente. Plus encore, ces personnes n'étaient pas effrayées par ces visions. Elles étaient soulagées, comme si elles avaient reçu la visite de quelqu'un qu'elles attendaient, comme si la frontière entre les mondes était devenue perméable. La recherche montrait aussi autre chose de troublant. Des patients cliniquement morts pendant des opérations pouvaient ensuite décrire ce qui se passait dans la salle alors qu'ils étaient inconscients sur la table. Ils nommaient la couleur des vêtements du chirurgien, les conversations des infirmières, un objet sur une étagère dans le coin.
des informations que leur cerveau n'aurait pas pu traiter car ils ne fonctionnaient pas. Kübler-Ross présentait ces cas non comme anecdotes, mais systématiquement documentés, vérifiés par des tiers, avec des témoignages corroborants. Elle faisait tout ce qu'une scientifique sérieuse devrait faire. Et pourtant, elle n'était pas prise au sérieux. Comprends-tu pourquoi la vérité était trop dangereuse pour le système? Pas parce que les preuves étaient faibles, mais parce que les conséquences étaient trop grandes pour le paradigme matérialiste dominant. Car si la conscience existe sans cerveau fonctionnel, alors elle existe peut-être aussi après le cerveau. Alors la mort n'est pas la fin de l'existence. Alors tout le système matérialiste est faux. Alors les institutions perdent leur pouvoir de définition sur la vie, la mort et la réalité. Alors elles ne peuvent plus déterminer ce qui est réel et ce qui est imagination. C'est le point où la réaction passa de scepticisme scientifique à attaque personnelle contre Kübler-Ross. Elle ne fut pas seulement critiquée, elle fut ridiculisée publiquement. Son travail fut rejeté comme ésotérique, ses résultats comme subjectifs. Et finalement, son statut professionnel fut remis en question. Pas officiellement par des procédures formelles, mais par le murmure qui circule dans les cercles académiques, qui a plus de poids que n'importe quelle accusation formelle. Elle n'est plus tout à fait elle-même. Elle a franchi la limite. Elle est devenue trop proche de ses passions. Elle a perdu la distance scientifique. En réalité, elle avait perdu autre chose, la volonté de nier l'évidence, la capacité de détourner le regard quand quelque chose ne correspondait pas au modèle, l'habitude de faire taire les gens avec des diagnostics au lieu de les écouter vraiment. Et c'est exactement ce qui la rendait dangereuse pour le système, car elle montrait qu'il est possible de donner plus de poids à sa propre perception qu'à l'opinion de la majorité, qu'on ne doit pas devenir fou juste parce qu'on voit quelque chose que les autres ne veulent pas voir. Derrière la pathologisation des expériences spirituelles se cache un système qui s'auto-entretient, un système économique construit sur la peur de la mort, des hôpitaux qui font commerce de mesures de prolongation de la vie, des industries pharmaceutiques qui vendent médicaments contre l'anxiété, la dépression et la confrontation avec la finitude, des assurances qui calculent combien coûte une année de vie supplémentaire, des entreprises funéraires qui profitent du déni de la mort. Ce système ne fonctionne que tant que les gens croient que la mort est la fin absolue, qu'après il n'y a rien, que chaque seconde non passée dans le corps est perdue, qu'on doit tout faire pour retarder ce moment, quel qu'en soit le coût émotionnel et financier. Kübler-Ross comprenait que le déni de l'immortalité de la conscience n'est pas une position philosophique neutre, c'est une logique de marché qui génère des profits. Ressens-tu comment ton propre doute est profitable pour ce système? Si les gens savaient que la conscience continue d'exister après la mort, ils perdraient la peur. Et sans peur, les institutions perdent leur pouvoir de contrôle. Sans peur de la mort, il n'y a aucune raison de s'accrocher à des thérapies sans espoir. Aucune raison de supprimer chaque expérience spirituelle avec des médicaments. Aucune raison de rendre sa vie dépendante de la grâce d'une autorité médicale. C'est pourquoi il est si important que tu doutes de toi, de ta perception, de ce que tu as vu, ressenti, su avec certitude intérieure. Car dès que tu abandonnes ta certitude intérieure, tu adoptes la peur qu'ils veulent te vendre. Et avec la peur vient le contrôle total.
Il y a un moment où tu te tiens devant un choix. Tu as vécu quelque chose qui ne peut être expliqué rationnellement. Une rencontre, une vision, une connaissance qui ne vient d'aucune source que tu pourrais nommer. Et dans ce moment vient la question cruciale. Fais-tu confiance à ce que tu as vécu ou fais-tu confiance à ceux qui te disent que cela ne peut pas être ? Kübler-Ross se tenait à ce point pendant des années. Elle perdit des positions académiques, elle fut exclue des cercles professionnels. Elle reçut des lettres lui suggérant de se faire traiter psychiatriquement. Pas parce qu'elle était agressive ou irrationnelle, mais parce qu'elle ne rétractait pas ce qu'elle avait témoigné avec ses propres yeux. Elle aurait pu avoir la vie facile. Elle aurait pu dire « Peut-être me suis-je trompé. Peut-être n'était-ce que des projections de mes patients. Peut-être devrais-je retourner à la recherche classique. » Mais elle ne le fit pas par orgueil, mais parce qu'elle avait vu quelque chose de plus grand que sa carrière. Elle avait accompagné trop de personnes dans leurs derniers moments. Trop qui parlaient avec une clarté absolue de ce qui les attendait. Trop qui partaient sans peur parce qu'ils savaient qu'ils ne tombaient pas dans le néant. Et ces personnes n'étaient pas confuses. Elles étaient souvent plus claires que leurs proches, plus calmes que les médecins, plus certaines que les prêtres. Elles avaient fait une expérience qui allait au-delà de la croyance religieuse. Elles savaient. Et cette connaissance était si forte qu'aucune autorité ne pouvait la leur enlever. Kübler-Ross reconnut que cette certitude intérieure est la seule chose qui rend vraiment libre. Pas la conviction basée sur des arguments, pas la foi qui peut être ébranlée par le doute, mais la connaissance directe, non médiée. La connaissance qui naît quand la conscience a vécu quelque chose qui ne peut être nié. Cette connaissance est inconfortable, pour toi et pour les autres, car elle te rend indépendant. Tu n'as plus besoin de confirmation externe. C'est la vraie liberté que Kübler-Ross a trouvée. La liberté de savoir qui elle était, ce qu'elle avait vu, et qu'aucun diagnostic, aucun rejet ne changerait jamais cela. Quelle liberté choisis-tu maintenant ?